de sa vie. La Perse a été islamisée, mais grâce à Ferdowsi, n'ont pas été arabisés. Ils sont restés perses. Mohammad Hossein Heykal, célèbre écrivain égyptien, à la question « Qu'est-ce qui est arrivé à vous, les Égyptiens, avec ce brillant héritage culturel que vous soyez devenus arabophones ?» Il a répondu « Parce que nous n'avons pas eu Ferdowsi. » Au cours de l'histoire, le perse est employé comme langue littéraire et culturelle par les différents empires de l'Asie de l'Ouest, Asie centrale et Asie du Sud. À travers de cette langue commune, devenue langue de l'État, une diffusion importante en Inde des XIVe siècle de la littérature persane, de la philosophie, science, l'architecture, de la construction des monuments comme Taj Mahal et les miniatures a eu lieu. Moi, j'ai beaucoup aimé la déclaration d'amour de ce miniature persane parce que c'est en Occident que quand on demande la main, on fait exactement cette même geste-là. Et on voit comment la miniature mongole a été en Inde influencée au XVIe siècle par les artistes iraniens. Les premiers groupes agressifs européens qui ont commencé à être hostiles de persan en Inde ont été les Hollandais et puis les Danois, et enfin les Britanniques, qui en 1835 ont ordonné que les Indiens doivent s'intéresser à l'art et à la littérature européenne. Ils ont d'abord interdit l'utilisation de la langue persane dans l'administration en remplaçant délibérément par l'ourdou, une langue faible qui ne comptait pas les ouvrages scientifiques. Devant les difficultés des employés des bureaux de gouvernement, l'ourdou a été changé pour l'anglais, mais le persan était utilisé comme langue populaire au Cachemire, où il a été interdit en 1975, au Sindh, à Lahore et dans la plupart des villes en Inde. La langue persane dari, qui a une histoire de plus de 2000 ans en Afghanistan, a connu des difficultés similaires. Aujourd'hui, en Afghanistan, pratiquement depuis le retour des talibans, l'utilisation du pashtun dans les courriers, les lois, les médias, au lieu du persan, présage l'affaiblissement, voire la disparition de Dari en Afghanistan. L'affaiblissement et la disparition d'une langue au profit d'une autre langue, plus faible ou étrangère, a un impact majeur dans la perte d'identité de la culture et l'héritage, des lois, des coutumes et les valeurs des peuples. Il y a par exemple en Inde plus de 1000 manuscrits anciens de très grande valeur écrits en persan. Les Indiens lambda ne sont plus capables de les lire et de le comprendre. Il est de même en Turquie. De la même façon, un peuple qui a une langue imposée, qui ne devrait pas pleinement prendre en compte l'héritage et la culture de ses aïeux, je l'ai constaté en Afghanistan. Il y a 3 langues, mais j'ai rarement vu qu'un Afghan parle une de ces 3 langues, c'est-à-dire Dari, Pashtun ou anglais, grâce à l'invasion des Britanniques, convenablement, aussi bien en parler qu'en écrit. Regardons un peu plus proche quelques éclairages concernant l'Iran au début du XXe siècle. Ceux de l'histoire de l'Iran sous Yanra de la dynastie de Qajar, qui ont régné en Iran de 1789 à 1925, à part quelques réformes de modernisation, ça sera un pays dans un état sous-développement abyssal et ayant subi une des plus grandes humiliations de toute l'histoire iranienne avec le traité de Golestan 1813 et la Turkmenchai en 1828 qui ont fait perdre l'Iran, le Caucase, puis ses territoires en Asie centrale au profit des Russes et Hérat et d'autres contrées en Afghanistan par le traité de Paris en 1857. Il convient d'ajouter la grande famine entre 1918 et 1919 et des épidémies mortelles qui ont causé entre 2 à 8 millions
de morts sur une population estimée à l'époque à 10 millions. Le Qajar a été destitué par le Parlement en 1925, qui intronisait Reza Pahlavi, fondateur de la dynastie Pahlavi, avec un règne séculaire et souverainiste où l'Iran s'est véritablement modernisé à grande échelle. La société s'est dotée des services modernes, d'infrastructures et des codes de loi. L'Iran promouvait alors une culture millénaire. Le port de hijab fut proscrit et l'égalité des sexes instaurée. Il a supprimé le féodalisme et une grande partie du tribalisme iranien afin d'unifier l'Iran. Son fils Mohammad Reza Shah a poursuivi ses réformes dans un vaste domaine avec la Révolution blanche en attribuant des terres aux paysans, en développant des corps pour l'éducation, la santé, la co-construction et le développement dans les petites villes et les villages. Les jeunes qui faisaient leur service militaire constituaient ces corps-là. Il a amélioré les droits des femmes en leur accordant le droit éligible et le droit de vote en 1963 et la loi de protection de la famille a enlevé le droit unilatéral des hommes au divorce et à la polygamie. Le Shah a continué à minimiser le rôle de l'islam dans la vie de l'Empire en louant à la place la civilisation perse pré-islamique. Le projet nucléaire, vaste avec un cycle complet depuis la production de combustible jusqu'au traitement des déchets en partenariat avec plusieurs pays dont la France, a été lancé pour remplacer l'énergie fossile et limiter l'exploitation des pétroles, comme disait le Shah, afin de laisser comme héritage aux générations futures et pour la production des dérivés nobles. Comment voir ô combien il était en avance par rapport à sa période, y compris en Occident. Le Shah a continué à minimiser le rôle de l'islam dans la vie de l'Empire. Excusez-moi, je vous ai parlé et j'ai loupé ma ligne. Ces positions suivies par les membres de l'OPEC devenaient inacceptables pour les Occidentaux. L'OPEC est une organisation des pays exportateurs de pétrole. Le puissant clergé chiite était mécontent des réformes du Shah, qui leur enlevaient la plupart de leur pouvoir et leur influence et leurs revenus agraires. Pour nos amis français qui sont autour de cette table-là, dans l'islam, il faut donner 1/5 de votre revenu par an au clergé. Donc à partir du moment du Homs, à partir du moment que les terres ont été distribuées, le 1/5 qui est donné par les féodaux n'était pas équivalent d'un 1/5 d'un petit paysan qui avait des enfants. Donc de facto, le revenu du clergé était baissé et son influence dans ce qu'il disait dans les villages et des petites villes. Il était, le clergé, farouchement opposé à l'émancipation des femmes et leur droit au vote. Ces mécontentements avec la guerre froide, combinés des mouvements marxistes, islamistes, moudjahidines, communistes et autres, dont certains étaient armés, entraînés dans les camps palestiniens, qui peut expliquer un petit peu aujourd'hui la façon que les Iraniens en Iran se comportent par rapport aux problématiques de Palestine. Les décisions du Shah quant au prix de pétrole ont contribué au déclenchement de la révolution islamique en 1979. Donc, en Occident, on fait un raccourci très simple en disant le Shah est un criminel, un dictateur, avec son sabbat. Et quand on regarde de plus près les vraies raisons, c'est raccourci, on essaye, chaque fois que je fais mes conférences, expliquer aux Français qu'il faut aller un peu plus. Et en effet, il y avait beaucoup de médias qui travaillaient et qui faisaient ces déclarations.
Je voudrais vous raconter une histoire de ma fille, Tina, qui est née à Téhéran. Elle avait 18 mois quand elle est partie. Tina était tellement heureuse de dire « Moi, je suis franco-iranienne et je vais aller en Iran pour faire partir Khomeini pour devenir le président. » Parce qu'à la maison, on parlait tout le temps et on entendait un certain nombre de choses contre le régime. Un jour, quand elle va vous expliquer